Oui, fini. Ordre 1, ben oui. On a vu. On va passer à l'ordre 2. Et l'ordre 2, ça se complique. Ceux qui pensaient que c'était déjà compliqué, ben, on peut faire bien pire. Bien, bien pire. D'abord parce qu'il y a deux cas distincts. Le cas simple et le cas plus compliqué qu'on sera obligé de simplifier. Le cas simple, c'est tout simplement de dire, si c'est une cinétique d'ordre 2, elle peut être d'ordre 2 par rapport à un seul réactif. Ben oui, la concentration est au carré, et puis voilà, je me retrouve avec quelque chose qui n'est pas très différent de ce que j'ai vu précédemment. Le problème, c'est qu'on peut aussi avoir ce cas-là, c'est que la cinétique soit d'ordre 2, oui, mais en ayant deux ordres partiels égaux à 1 pour chacun des deux réactifs qui sont impliqués dans la réaction. D'accord? Et ça ne va forcément pas se traiter de la même manière. Le premier, comme je vous l'ai dit, il est simple parce qu'on va le traiter exactement de la même manière que ce qu'on a déjà vu. C'est facile, en fin de compte. L'équation, elle est exactement du même type que ce qu'on a déjà fait. Donc, je vais aller un peu rapidement là parce que c'est exactement le même processus. D'accord? On l'a déjà vu 2 fois, mais on continue. Vous mettez ce qui concerne les concentrations d'un côté, ce qui concerne le temps de l'autre. On a cette fois-ci à intégrer 1 sur A carré. La primitive de 1 sur A carré, c'est moins 1 sur A, parce que la dérivée de 1 sur A, c'est moins 1 sur A carré. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc on le fait en sens inverse. On a un moins qui vient d'apparaître, on n'avait pas ça précédemment. Ce moins va perturber un peu les choses, effectivement. On a donc cette fois-ci moins 1 sur A d'un côté. De l'autre côté, on a toujours notre nu AKT, hein, il ne change pas, il s'intègre toujours de la même manière, et notre constante qui est toujours présente. On détermine la constante, oui, comme d'habitude, ça ne change pas. AT égale 0, la concentration c'est A0, donc notre constante c'est moins 1 sur A0. En d'autres termes, la fonction qu'on trouve, elle a encore une fois la même structure que les précédentes. Simplement, pour l'écriture, vous avez vu que le moins, on a tendance à le basculer de l'autre côté. On ne le laisse pas devant notre fonction, on le bascule de l'autre côté. C'est la même chose, d'accord? C'est juste qu'on l'écrit toujours sous cette forme-là. Mais ça a une importance. Ça veut dire que cette fois-ci, dans notre équation, qui est toujours l'équation d'une droite, si vous regardez bien, d'accord? On aura un coefficient directeur de cette droite qui va être, de fait, positif. Jusqu'à présent, il était toujours négatif, d'accord? Puisque nu A était toujours négatif. Cette fois-ci, moins par moins, ça fait plus, on aura un coefficient directeur qui sera positif. Donc si on représente ça graphiquement, et toujours pareil, hein, donc en considérant qu'on a notre réactif qui a un coefficient stoichiométrique négatif, c'est toujours la même base, on va avoir cette fois-ci bien une droite, quand on trace l'inverse de la concentration par rapport au temps, mais une droite avec une pente positive. Ce qui est logique, d'accord? C'est un réactif, sa concentration est décroissante, donc l'inverse de sa concentration, c'est normal que ce soit un terme qui soit croissant, d'accord? C'est cohérent, mais ça vaut mieux, d'accord, de le dire, de le préciser clairement, que ce soit bien établi. C'est bon pour tout le monde? Alors ce coefficient stoichiométrique, il peut avoir n'importe quelle valeur, on est bien d'accord, hein? C'est moins 1, moins 2, c'est moins un tiers éventuellement, ça pourrait arriver, pourquoi pas. Hein, c'est pas invraisemblable. Comme précédemment avec le log, on peut représenter cette fonction telle qu'on vient de l'intégrer pour faire apparaître directement la concentration. D'accord? On a pour l'instant l'inverse de la concentration. Donc faire apparaître directement la concentration en fonction du temps, c'est pas compliqué, on a juste à inverser les deux termes. D'accord? Donc l'inverse de 1 sur A, ben, ça va faire A, hein, tout simplement. Et puis l'inverse de l'autre terme, vous bricolez un peu les éléments pour que ça fasse plus joli, et on va trouver cette fonction-là. Vous pouvez l'écrire comme vous le voulez, ça n'a pas d'importance, d'accord? Ce n'est pas la seule forme d'écriture, vous inversez simplement le deuxième terme. D'accord? Ça n'a pas d'importance,
sur le résultat que vous allez obtenir, l'important c'est que ce soit cohérent avec ça. Ce qui est important, et c'est pour ça que je l'ai écrit comme ça, c'est que ce que l'on voit bien ici, c'est que la concentration, cette fois-ci, elle varie en inverse du temps. Si on trace cette fonction-là, on va donc trouver une hyperbole. D'accord? Quelque chose en 1 sur x. Quelque chose en 1 sur x, c'est une hyperbole. Elle est décalée, bien entendu, hein, parce que ce n'est pas une hyperbole parfaite, ce n'est pas 1 sur x, ce n'est pas 1 sur t qu'on a ici, mais c'est bien une fonction hyperbolique. Ça ressemble un peu à ce qu'on avait tout à l'heure avec l'exponentielle négative, d'accord? Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. En l'occurrence, une hyperbole, ça décroît plus lentement qu'une exponentielle. Cette fonction-là, elle traîne plus longtemps. Elle tend vers 0, hein, c'est pareil. Elle est strictement positive, d'accord? Mais elle tend vers 0 plus lentement que la précédente. Temps de demi-réaction, même topo, on ne change pas. On pose les conditions de ce qu'est un temps de demi-réaction, on divise la concentration initiale par 2, vous combinez les deux, vous commencez à avoir l'habitude maintenant, on met ça à l'intérieur. On va donc se retrouver avec un 2 sur A0 moins 1 sur A0, donc 1 sur A0, d'accord? On met T1,5 d'un côté, le reste de l'autre, et on se retrouve cette fois-ci avec une fonction qui, à nouveau, dépend de A0. En inverse, plus la concentration initiale était importante, plus le temps de demi-réaction va être petit. Ça sous-entend que quand la concentration va diminuer, les temps de demi-réaction vont forcément être de plus en plus longs. D'accord? Et ça se voit très bien quand on replace ça, encore une fois, sur la courbe, sur le graphique, où on va avoir un premier temps de demi-réaction relativement court, et les temps de demi-réaction successifs qui, eux, sont de plus en plus longs. Si on divise la concentration initiale par 2, on double le temps de demi-réaction. C'est pas compliqué, ça marche bien. D'accord? Ce qui veut donc dire qu'il faut de plus en plus de temps pour éliminer la toute petite moitié qui reste. Donc déjà que précédemment, dans le cas des cinétiques d'ordre 1, c'était des cinétiques qui ne se terminaient jamais, d'accord, qui avaient tendance à tendre en longueur, mais là c'est encore pire, elles vont de plus en plus lentement. C'est une caractéristique typique des cinétiques d'ordre 2. D'accord? Les temps de demi-réaction successifs sont de plus en plus longs. Cinétiques d'ordre 2, hein, quand elles correspondent à ce type d'intégration-là, on est d'accord, hein? D'ordre 2 par rapport à un réactif, on est bien d'accord, hein? Je suis toujours dans ce cadre-là. Bon, on l'avait laissé de côté, il faut bien quand même s'attaquer au cas où on a une cinétique d'ordre 2, mais avec une cinétique d'ordre partiel 1 par rapport à chacun des deux réactifs. Là, on a deux variables. Vous avez déjà appris à intégrer par rapport à deux variables? Moi, je pense que non. D'accord? Ce n'est pas quelque chose de simple, hein, d'accord? Là, on est dans, je ne sais plus exactement, mais dans les études supérieures, c'est 2e ou 3e année de maths. Enfin, ça ne se voit pas au lycée, ça ne se voit pas au collège, ça ne se voit pas à cet endroit-là. C'est quelque chose de plus avancé. Ce n'est pas que ça ne se fait pas, ça peut bien entendu se faire, mais c'est quelque chose d'intrinsèquement complexe. Sauf qu'ici, on n'a pas vraiment deux variables. Les concentrations entre les réactifs ne sont pas indépendantes. Quand on consomme du A, on consomme du B en même temps. Donc les deux concentrations ne varient pas de manière indépendante. Ce ne sont pas vraiment deux variables indépendantes. Elles sont liées. Et elles sont liées tout simplement par ça. La concentration à tout instant du produit A, c'est sa concentration initiale moins l'avancement de la réaction. La concentration en B, c'est sa concentration initiale, c'est une constante, d'accord, moins l'avancement de la réaction.
Là, j'ai juste les avancements parce que j'ai choisi les coefficients stoichiométriques qui sont égaux à -1, d'accord? Mais on pourrait très bien mettre des -2, des -3, ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. J'ai pris le cas le plus simple ici, d'accord? Donc, si on tient compte de ça, on a effectivement des variables qui ne sont pas indépendantes, ce qui veut dire qu'on se retrouve avec une situation où on a effectivement une seule variable à intégrer. Simplement, la variable, cette fois-ci, c'est plus la concentration, c'est l'avancement de la réaction. Bon. Et puis, si on fait encore une simplification supplémentaire, considérant que, allez, pour simplifier, les deux concentrations, elles sont égales. Si les deux concentrations initiales sont égales, ben, A0 moins xi, l'avancement de la réaction, ce sera aussi égal à B0 moins xi, puisque les deux concentrations sont égales. Ce qui veut dire que je peux carrément dire que la concentration en A, c'est la concentration en B, à tout instant. On est bien d'accord, hein, que là, il y a deux conditions, c'est le même coefficient stoichiométrique et c'est la même concentration initiale. Donc, si on a le même coefficient stoichiométrique, si on a la même concentration initiale, en fait, on est retombé très exactement sur le cas précédent. Puisque les deux concentrations sont égales, on a à nouveau A carré. Aucun changement, ça, c'est déjà traité. Voilà. Le truc compliqué, en faisant pas deux hypothèses, en ayant la chance, même coefficient, et en ayant bien choisi les concentrations initiales, ça simplifie, c'est fait, c'est déjà traité. Donc, ce cas-là est déjà traité. Vous faites juste attention, souvent, quand on a une cinétique, souvent, pas tout le temps, quand on a une cinétique d'ordre 2, on a souvent un coefficient stoichiométrique qui est de -2. Là, de fait, comme on a une cinétique d'ordre 1 par rapport à chacun des réactifs, souvent, on a un coefficient stoichiométrique de -1 pour chacun des deux réactifs. Ce n'est pas une obligation, hein, mais c'est souvent le cas. Donc, il faut faire juste attention, on a bien à intégrer nu A, qui est égal à -1 ici, par exemple, si c'est le cas. OK? Donc, même chose, ça ne change rien. Par contre, si les deux concentrations sont égales, ne sont pas égales, cette fois-ci, on va être obligé d'intégrer par rapport à l'avancement de la réaction, puisque c'est la seule variable qui apparaît ici, et ça, on ne l'a pas traité. Vous voyez que ça ne fait pas une très grosse différence, a priori. Ça n'a pas l'air si différent que ça de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ceci étant dit, en termes de solution, et là, je ne fais pas le détail, vous voyez que ça fait tout de suite moins simple. Ça a l'air moins direct pour aboutir à ça. D'accord? Oui. Vous avez vu précédemment, quand on a traité 0, 1 et 2, que globalement, je suis arrivé à l'équation intégrée en quoi? 4 lignes? 5 peut-être, il me semble? Oui, peut-être 4 ou 5 lignes. Vous regarderez dans vos diapos, mais ça doit faire 4-5 lignes à peine pour décrire ce que j'avais fait. Là, vous comptez bien une dizaine ou une quinzaine de lignes. C'est un peu plus compliqué. Et on est dans le cas simple, là. Celui où les deux coefficients stoichiométriques étaient égaux. Parce que si les coefficients stoichiométriques en plus ne sont pas égaux, ça complexifie encore l'intégration. C'est pas que ça se fait pas, c'est que c'est plus compliqué. Et vous avez du bol, ça ne fait pas partie de votre programme. Voilà. Donc là, je vous le montre. Je ne l'ai pas détaillé pour une raison bien simple, c'est que vous compreniez pourquoi on s'arrête à « on étudie la cinétique d'ordre 2 si et seulement si on est dans la situation de une cinétique d'ordre 2 par rapport à un réactif ou une cinétique d'ordre 2 par rapport à deux réactifs qui sont d'ordre 1, chacun des deux, mais avec le même coefficient stoichiométrique et avec la même concentration de départ, ce qui revient au cas précédent. D'accord? Donc vous n'avez, vous, à votre programme, en fin de compte, que les cinétiques d'ordre 2 par rapport à un réactif. Par rapport à deux réactifs, c'est écarté. C'est bon? Ça va? Donc, c'est la chance, c'est bien, ça c'est écarté. Mais c'est là quand même, hein, histoire de vous faire un petit peu peur quand même. Hein? Ou de vous faire comprendre à quel point vous avez de la chance. J'en sais rien. Vous le prenez comme vous voulez. OK? Je résume les points qui ont été vus au cours de 0, 1 et 2 qu'on vient de voir ensemble. Si on a un ordre 0, on aura une variation linéaire de la concentration par rapport au temps. Une droite quand on trace la concentration par rapport au temps. Et
les temps de demi-réaction sont de plus en plus courts. N'importe lequel de ces deux critères suffit à définir une cinétique d'ordre 0. Si on a une cinétique d'ordre 1, on aura le log de la concentration qui est linéaire en fonction du temps. Donc vous tracez le log de la concentration en fonction du temps, c'est une droite, c'est une cinétique d'ordre 1. Les temps de demi-réaction, cette fois-ci, sont constants. Temps de demi-réaction successifs, hein, on est d'accord, quand on avance dans la réaction, sont cette fois-ci constants. Chacun des deux critères est suffisant. Et si c'est une cinétique d'ordre 2 par rapport à 1 réactif, on aura cette fois-ci une linéarité entre l'inverse de la concentration et le temps qui s'écoule, ou des temps de demi-réaction qui sont, eux, cette fois-ci, successifs, qui sont de plus en plus longs. Chacun de ces paramètres-là suffit à définir, dans le cadre qui vous concerne, d'accord, de cette première année de PACES, à définir l'ordre de la cinétique qui est en train de se dérouler.